C'est parfois quelques challenges. Alors moi, je suis pas grossophobe, contrairement à ce que certains peuvent penser. Je ne suis pas grossophobe, mais j'ai quand même une certaine satisfaction à voir les gens perdre du poids, notamment parce que, comme je vous le disais, c'est quand même parfois des challenges, la prise en charge anesthésique de ces patients obèses. Et donc, on va essayer de voir brièvement, pas tout évidemment, mais quelques-uns des aspects un peu de cette prise en charge. Alors, brièvement, je vous déclare mes liens d'intérêt, quelques liens d'intérêt avec l'industrie, mais il n'y a rien qui devrait interférer avec mon propos du jour. Alors, tout est compliqué dans l'obésité, ou en tout cas, il y a beaucoup de choses qui sont compliquées. La première chose, c'est la définition, parce que même la définition, pour moi, elle est très imparfaite. L'IMC, ça rend pas vraiment compte de ce qu'est l'obésité. Je ne sais pas si vous êtes fan de rugby, mais n'importe quel pilier de rugby serait qualifié d'obèse, alors que pour autant, on ne peut pas dire qu'ils aient une masse musculaire qui soit celle de monsieur et madame tout le monde. Et donc l'obésité, enfin, l'IMC ne rend pas forcément toujours très très bien compte de ce qu'est l'obésité et des implications qu'a l'obésité. Puis vous savez qu'il existe également différentes formes d'obésité. L'obésité androïde n'est pas la même que l'obésité gynoïde. Là aussi, ça va avoir des implications ou des répercussions sur le retentissement, notamment ventilatoire de la pathologie et les implications que ça va avoir pour notre pratique. Et vous savez que par exemple, dès lors qu'on veut estimer la relation obésité-échange gazeux, bah, le rapport tour de taille, tour de hanche est parfois un peu plus pertinent, un peu plus précis que ne l'est l'index de masse corporelle. Alors la mauvaise nouvelle, alors pas pour les chirurgiens, pas pour les endocrinologues, mais pour nous, c'est que l'obésité augmente. Ça sera un secret pour personne d'entre vous. Et aujourd'hui, on prend en charge des obèses partout, tout le temps, pour toute autre chose que de la chirurgie bariatrique. Il y a la chirurgie bariatrique, mais il y a tout le reste. Et évidemment, la probabilité qu'on augmente, enfin la probabilité qu'on ait des patients obèses à prendre en charge, bah, vous le vivez tous les jours, elle augmente évidemment de façon linéaire. Alors je vais pas revenir là-dessus. L'obésité, c'est une maladie complexe qui est associé à un certain nombre de répercussions physio et physiopathes qui vont directement avoir des implications sur ce que l'on va être amené à prendre en charge, notamment les répercussions, et je pense notamment à la prise en charge ventilatoire et à la prise en charge hémodynamique. Alors pour ce qui concerne la prise en charge en anesthésie et réanimation, donc sur le PER et éventuellement le post-opératoire, un certain nombre de ces répercussions en lien avec l'obésité vont directement impacter nos prises en charge. Et évidemment, je pense là à ce que ça va avoir comme implication sur le plan cardiovasculaire, les médicaments qu'il va falloir éventuellement savoir rechercher chez ces patients et éventuellement parfois arrêter, des prises en charge hémodynamiques parfois qui peuvent être rendues un peu complexes par la morphologie de ces patients-là. Et puis vous le savez, ces patients sont également parfois un peu touchy à prendre en charge sur le plan ventilatoire. Et enfin, on abordera, si vous le voulez à la fin, quelques implications pharmacocinétiques ou pharmacologiques et pharmacocinétiques, puisque de fait, il va falloir savoir aussi adapter les posologies d'un certain nombre de médicaments chez ces patients qui sont un petit peu, dont la pharmacologie est parfois un petit peu différente. Alors, je vous propose d'aborder les choses de la façon suivante. Quel conditionnement, comment est-ce qu'on peut optimiser les conditions d'intubation et quelle stratégie d'induction? Alors, pour ce qui est de l'obésité et du risque que les ennuis commencent dès le départ, on a quand même quelques données dans la littérature. L'un des premiers challenges, c'est la voie veineuse périphérique. Alors, je ne sais pas si vous êtes des experts de la VVP. Moi, personnellement, je ne suis pas un expert de la VVP, mais ce que nous dit la littérature et ce que nous dit la pratique, c'est que c'est pas forcément toujours très, très simple que de mettre une voie veineuse périphérique chez un patient obèse. Donc parfois les ennuis commencent dès le départ. Alors, perso, ça m'est déjà arrivé, une voie veineuse toute pourrie, on commence l'induction, paf, le truc pète, alors qu'on a commencé à injecter les médicaments. Je suis sûr que c'est arrivé à plein de gens dans la salle. Ça peut être le début des ennuis. En tout cas, il y a des techniques qui peuvent aider. Et alors, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous faites. Moi, les jeunes de mon équipe sont des archi believers et des archi-utilisateurs de l'échographie. C'est vrai que ça peut rendre pas mal de services. Donc, n'hésitez pas à y penser. En tout cas, je suis sûr que vous le faites déjà, mais ça peut évidemment rendre service. Deuxième souci, c'est le conditionnement, dans le cadre du conditionnement de ce patient-là, c'est le conditionnement hémodynamique. Le brassard en tension, belle galère là aussi, il faut avoir quand même un bel échantillon de taille et de brassard disponible. Et évidemment, si le brassard ne correspond pas à la morphologie du patient, les informations qui vont vous être rendues par le dispositif seront fausses, ce qui va avoir comme conséquence le risque de ne pas traiter un événement hémodynamique, notamment une hypotension, ou au contraire traiter par excès en considérant une hypertension quelque chose qui ne l'est pas. Donc c'est vraiment évidemment essentiel d'avoir le dispositif adapté au patient. Et donc, pas d'autre choix que d'avoir un panel de brassards, en tout cas si on veut faire du monitorage non invasif discontinu de la pression artérielle à sa disposition.
Alors, il existe des alternatives, et vous avez certainement déjà vu ça, soit sur les stands des congrès, soit dans la littérature, mais il y a la photoplétismographie digitale qui permet aujourd'hui d'avoir accès à de la mesure continue, non invasive de la pression artérielle, avec des dispositifs que on branche sur le bout des doigts. Et ces dispositifs ont été évalués par rapport à des cathéters artériels, et il est vrai que, notamment chez les patients obèses, ça marche plutôt pas trop mal. Et donc, si vous avez ça à disposition, ça peut être une solution alternative, en tout cas pour avoir une mesure pas trop fausse, parce que c'est pas parfait non plus, il faut être honnête, de la pression artérielle. En tout cas, si vous devez garder le bon vieux brassard à pression, un endroit où on a des informations qui ne sont pas trop erronées non plus, c'est l'avant-bras et non pas le bras. Donc n'hésitez pas à mettre les brassards au niveau de l'avant-bras plutôt qu'au niveau du bras du patient. Les chiffres rendus par ces machines par ces dispositifs sont parfois assez bien corrélés, en tout cas mieux corrélés avec les chiffres de pression intra-artérielle mesurés par un cathéter. Une fois qu'on a passé l'étape du conditionnement, vient l'étape de la gestion des voies aériennes. Et là, c'est pareil, les ennuis peuvent être nombreux puisque, vous le savez, ce sont des patients qui ont des réserves en oxygène qui sont souvent très altérées, avec des temps d'apnée sans hypoxémie qui peuvent être très très courts. Regardez ce qui se passe chez un patient obèse par rapport à un patient adulte non obèse. De fait, le temps d'apnée sans hypoxémie, c'est-à-dire le temps que va mettre la saturation à descendre en dessous de 90%, la littérature nous dit que c'est réduit d'à peu près moitié de temps. Et donc, il va falloir optimiser au maximum les réserves, en tout cas essayer de les majorer au mieux pour pouvoir augmenter la marge de sécurité et s'éviter une hypoxémie sévère alors qu'on n'a toujours pas contrôlé les voies aériennes. Alors, vous savez, les choses peuvent aller très très vite. Et quand la saturation commence à chuter, quand on commence à atteindre la zone un peu critique des 90-92%, la désaturation, elle est extrêmement, extrêmement rapide. Et c'est évidemment chez le patient obèse qu'on a les désaturations, le risque de désaturation est le plus important. Alors, quand on s'intéresse aux réserves et aux modalités d'optimisation ou d'amélioration de la réserve en oxygène, il n'y a pas 50 millions de façons de faire les choses. Si on résume les réserves d'oxygène, grosso modo, le seul paramètre sur lequel on va avoir la possibilité de jouer, c'est la capacité résiduelle fonctionnelle. Le patient obèse, comme tous les patients, vont avoir des installations particulières qui vont contribuer à la baisse de la capacité résiduelle fonctionnelle. Et donc, il n'y a pas d'autre choix, si vous voulez augmenter les réserves en oxygène de votre patient, que d'essayer d'optimiser au maximum la capacité résiduelle fonctionnelle, de sorte que ce volume-là ne passe pas en dessous du volume de fermeture des voies aériennes et que les voies aériennes ne se collabent pas, parce que là, sinon, évidemment, il y a atélectasie et tout ce qui s'ensuit. Donc l'enjeu, ça va être optimisation de la capacité résiduelle fonctionnelle. Alors les volumes pulmonaires, de façon générale, c'est vrai pour la CRF, mais pas uniquement, sont réduits chez le patient obèse. Encore une fois, je pense que je ne vous apprends rien. Et il y a une assez bonne association entre l'importance de la perte de capacité résiduelle fonctionnelle et l'importance de l'IMC. Et donc, plus le patient va être obèse, en tout cas, plus son IMC sera élevé, si on est juste, plus les volumes pulmonaires et notamment la capacité résiduelle fonctionnelle sera altérée. Ce n'est pas très surprenant, du coup, d'observer chez ces patients obèses une propension à développer des complications respiratoires et notamment à développer des atélectasies dont les manifestations peuvent s'exprimer pendant la période opératoire, mais surtout vont être observées en post-opératoire. On va passer vite sur cette diapositive. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour optimiser les choses? La première d'entre elles, c'est réfléchir à la façon dont on va installer le patient. Alors, je sais que probablement à peu près tout le monde dans la salle fait déjà ça, mais la bonne façon de faire, si vous voulez augmenter les réserves, c'est de surélever la tête du patient, en tout cas de l'installer en position proclive. Alors, la position proclive, c'est pas 5 ou 6 degrés, hein, c'est au moins une vingtaine de degrés qu'il faut appliquer. Et effectivement, si on fait ça, si on augmente l'angulation d'à peu près une vingtaine ou une trentaine de degrés, rien que ça, le simple fait de l'installer dans cette position va faire qu'on va diminuer, augmenter la quantité de temps sans hypoxémie. Et vous voyez, dans ce travail, c'était 20 degrés par rapport à une position en décubitus dorsal, et la durée de l'apnée était significativement augmentée. Donc effectivement, ça marche plutôt très bien. Et vous savez que les tables aujourd'hui, qui sont toutes modernes, permettent d'installer les patients en position proclive de façon assez simple. Ça augmente donc de fait la quantité de temps sans désaturation, ça augmente surtout la sécurité pour le patient et puis pour nous, notamment si on avait peut-être mésestimé
le risque d'une ventilation en masque difficile, puisque ce sont également des patients qui sont parfois difficiles à ventiler au masque. Si on avait mésestimé une intubation ou une exposition difficile, bah, ce temps additionnel gagné, c'est aussi de la sécurité pour peut-être aller chercher du matériel que vous n'aviez pas prévu de prendre. Évidemment, ça se manifeste aussi sur de la mesure des volumes pulmonaires. Il y a un certain nombre de travaux qui ont montré que le fait d'installer ces positions en position proclive, qu'on l'appelle chaise longue ou qu'on l'appelle pas chaise longue, c'est la même chose, bah, ça a une implication sur le volume pulmonaire de fin d'expiration ou la capacité résiduelle fonctionnelle. Alors attention, quand on parle de position chaise longue ou position beach chair ou position proclive, c'est de ça et de ça dont on parle. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est ça. Si vous faites ça, en fait, vous allez comprimer l'abdomen du patient en en relevant le tronc. Et donc ça va avoir pour effet d'augmenter la pression à l'intérieur de l'abdomen et de faire monter le diaphragme, donc de réduire le volume à l'intérieur du thorax. Et donc ça, c'est la plus mauvaise des situations. Il ne faut pas faire ça parce que de fait, vous réduisez de façon très significative le volume à l'intérieur du thorax. Donc les deux seules options à notre disposition, c'est soit vous inclinez l'entièreté de la table d'une vingtaine ou d'une trentaine de degrés. Alors, gaffe quand même à ce qu'il ne chute pas. Moi, ça m'est arrivé une fois, ça fait tout drôle, parce qu'il était intubé. Ou sinon, la position beach chair qui est un peu plus commode parce que de fait, les jambes sont un peu écartées, un peu surélevées. La deuxième étape, c'est la préoxygénation. Alors la préoxygénation, là aussi, il n'y a pas 50 millions d'options. Si vous voulez bien faire les choses et si vous voulez maximiser les réserves en oxygène, c'est la ventilation non invasive qu'il faut utiliser et notamment la pression de fin d'expiration positive. Là-dessus, vous savez qu'on a un certain nombre de données dans la littérature. Je me suis permis juste cette petite digression sur les recommandations. Alors les recommandations de la Société française d'anesthésie-réanimation les plus récentes préconise, évidemment, continue de préconiser la préoxygénation, ça va de soi de ça, de le dire, mais juste pour vous indiquer que un petit piège classique chez le patient obèse, c'est celui en lien avec la fraction expirée en oxygène à 90%. Vous savez qu'on considère une préoxygénation comme efficace dès lors que on a pu vérifier que la fraction expirée en oxygène était d'au moins 90%. C'est ce qui est le garant de la sécurité. Alors, sécurité qui est très relative chez le patient obèse. Pourquoi ? Parce que le patient obèse, encore une fois, a une capacité résiduelle fonctionnelle qui est réduite. Et donc, de fait, il a un volume pulmonaire dans lequel cet oxygène va être stocké qui est réduit. Et plus vous allez atteindre rapidement la fraction expirée en oxygène à 90%, plus ça doit vous inquiéter sur l'importance de la réduction des volumes pulmonaires chez votre patient obèse. Et donc, mon message, c'est maintenez des durées de préoxygénation telles que proposées par les recommandations d'au moins 3 à 5 minutes et n'arrêtez pas la préoxygénation dès que la fraction expirée en oxygène atteint 90% parce que plus elle va arriver vite, plus c'est que le patient il a une capacité résiduelle fonctionnelle réduite et plus au contraire ce patient est à risque de développer une désaturation dans les minutes qui vont suivre. Donc attention à la fraction expirée en oxygène à 90%, c'est effectivement un paramètre à continuer de surveiller, mais ça n'est pas le garant d'une sécurité chez les patients qui ont une CRF qui est abaissée. Alors quand on fait ça, ben, là aussi on contribue à augmenter le temps d'apnée sans hypoxémie. La PEP, au travers d'une ventilation non invasive, permet d'augmenter d'à peu près 1 minute le temps d'apnée sans désaturation. Et 1 minute associée à les quelques secondes supplémentaires ou la minute supplémentaire que vous permet la position proclive, c'est encore une fois du temps gagné où on évite de perdre du temps. Alors le problème de la VNI, c'est que les effets sont transitoires. Ça, c'est un travail qu'on avait réalisé avec l'équipe de Montpellier il y a quelques années. Effectivement, quand on fait de la ventilation non invasive pour de la préoxygénation par rapport à une préoxygénation conventionnelle, on va transitoirement limiter la perte de volume pulmonaire et par là même améliorer l'oxygénation. Mais vous voyez que dès qu'on enlève le masque, qu'on se place 5 minutes après, donc 5 minutes après avoir intubé le patient, en fait, on a un volume pulmonaire qui ne revient pas à la valeur initiale. Et de la même façon, quand on regarde la PaO2, la PaO2, elle rechute extrêmement rapidement, raison pour laquelle on avait proposé à l'époque, après l'intubation, de faire une manœuvre de recrutement alvéolaire. Alors, est-ce qu'on peut faire autre chose que de la VNI pour la préoxygénation? La réponse est probablement non chez ces patients-là. En tout cas, l'oxygénothérapie à haut débit nasal, l'OHD, Optiflow, pour ceux qui aiment les noms commercialisés, ça ne marche pas, en tout cas pas en tant que tel. Quand on compare VNI versus OHD, bah, le gagnant est la ventilation non invasive. Donc l'OHD ne peut pas se suppléer, ne peut pas supplanter la ventilation non invasive.
En revanche, il y a un truc très élégant, si vous avez la possibilité de le faire, c'est de combiner les deux, et ça a été fait par l'équipe de Samir Jaber à Montpellier, et Audrey nous en parlera peut-être. C'est de combiner les deux techniques, c'est ce qu'on appelle l'Optiniv, donc on fait de l'OHD plus de la VNI, donc on fait une préoxygénation en VNI, et puis quand le patient s'arrête de respirer parce que vous avez injecté les médicaments, et a fortiori peut-être même les curares en vue de son intubation, bah, vous avez, grâce à l'OHD, une oxygénation apnéique qui prend le relais, donc on augmente un petit peu l'apport quand même, on maintient un apport en oxygène par diffusion, et ça a montré dans le travail Optiniv une diminution du nombre de patients présentant des chutes importantes de l'ETO2 pendant la procédure, et donc peut-être à considérer, ce d'autant que maintenant on a des canules dédiées, dévolues à ce type d'exercice, en tout cas à ce type de procédure, donc n'hésitez pas à vous rapprocher des fabricants, parce que c'est vrai que ça peut être un complément utile dans les situations un peu touchy, probablement pas pour tout le monde. Alors, comment est-ce qu'on peut optimiser les conditions d'intubation une fois qu'on a bien préoxygéné son patient? Bah là, évidemment, ça va nous amener à la discussion de laryngoscopie directe ou vidéolaryngoscopie. Juste pour rappel, quand même, l'obésité, en tout cas les IMC élevés, sont systématiquement, en tout cas très régulièrement, retrouvés dans la littérature comme des facteurs indépendants associés à une augmentation du risque d'intubation difficile et ou de ventilation en masque difficile. Et donc, gaffe, quand le patient a un IMC élevé, il se peut que on soit face à un patient qui va être difficile à intuber et éventuellement difficile à ventiler au masque. Ça avait été très joliment retrouvé par Audrey et l'équipe de Montpellier. Effectivement, l'obésité est un élément qui rentre en lien avec un risque d'intubation difficile. Il y a même des scores aujourd'hui dans lesquels l'IMC est identifié comme étant un facteur associé à une augmentation du risque d'intubation difficile. Donc là-dessus, pas vraiment de débat. Alors comment est-ce qu'on peut faire? Vidéolaryngoscope versus laryngoscopie directe. Je ne sais pas si vous avez choisi vraiment votre camp. Il y a un certain nombre d'équipes qui ont choisi leur camp. Audrey et l'équipe de Montpellier, ils font du tout vidéolaryngoscope. Je pense que progressivement, c'est ce vers quoi on va progressivement tendre les uns et les autres. En tout cas, la laryngoscopie, quand on la compare quand on la compare à la vidéolaryngoscopie, tout venant, c'est vrai qu'on a quand même souvent un petit peu moins d'échecs à la première tentative avec la vidéolaryngoscopie. Et donc, il y a un certain nombre d'arguments plaidant, en tout cas pour l'utilisation de ce type de dispositif chez l'obèse en particulier. Alors, au bloc opératoire, on a des études randomisées, contrôlées, très bien conduites, qui ont comparé les deux, notamment celle-ci qui a été publiée, vous voyez, dans le JAMA l'an dernier. Et effectivement, le nombre de tentatives d'intubation, dès lors qu'on utilise la vidéolaryngoscopie, est significativement réduite par rapport à de la laryngoscopie directe. Et donc, si on est pragmatique et rationnel, chez un patient qui est obèse, avec des réserves un petit peu limitées par la perte de volume pulmonaire, qui est possiblement difficile à ventiler au masque, difficile à intuber, la logique, c'est quand même de ne pas se foutre dans les ennuis et peut-être de partir a priori plutôt pour de la vidéolaryngoscopie plutôt que de la laryngoscopie directe. Alors, quand on regarde les analyses en sous-groupe de cette étude, bah, vous voyez que quelles que soient les classes d'obésité, en tout cas définies par les IMC, on retrouve un bénéfice qui est clairement en faveur de la vidéolaryngoscopie plutôt que la laryngoscopie directe. Alors, la vidéolaryngoscopie ne doit pas nous empêcher de réfléchir à la façon dont, enfin, la taille de la lame que l'on connecte sur son dispositif, ou plus simplement quand on fait de la laryngoscopie directe, quelle est la taille de la lame. Et là aussi, il y a des études, ça c'est un travail collaboratif Clermonto-Montpellierin ou Montpelliéro-Clermontois, je ne sais pas comment on peut dire, où s'était amusé, où Thomas Godet et Audrey s'étaient amusés à regarder l'influence de la taille de la lame dans les difficultés d'extubation. Pour vous la faire très très courte, dès lors qu'on augmente la taille de la lame, comme quoi c'est parfois l'inverse de la vraie vie, j'en sais rien, enfin, l'augmentation de la taille de la lame, c'est une augmentation de la difficulté. Et les patients qui étaient exposés avec des lames 4, enfin qui étaient exposés en laryngoscopie directe avec une lame 4, souvent c'était là qu'on avait un peu plus de difficultés d'exposition. Et donc le message, c'est aussi attention à ne pas vouloir utiliser des lames trop longues, et la taille 3 souvent suffit dans l'immense majorité des situations, et on a une très très bonne visualisation et un meilleur succès à l'intubation. La position du patient pour l'intubation, elle est évidemment également particulièrement cruciale dans cette situation d'obésité. On a l'habitude d'opposer ces deux positions. Elles ont été comparées dans quelques travaux. Alors c'est vrai que c'est plutôt de la réanimation que du bloc opératoire, en tout cas dans cette étude check-up. Ce qui sort, c'est que quand même la position SNIFT, elle est assortie d'un petit peu moins d'échecs
et une meilleure visualisation, en tout cas moins de visualisation difficile, et de fait un peu plus d'intubation à la première tentative. Donc si vous devez en retenir une des deux, plutôt le SNIFT que le RAMP pour l'installation des patients. Brièvement sur la stratégie d'induction, qu'est-ce que l'on peut retenir? Alors l'obésité, encore une fois, je ne vais pas rentrer dans le détail des modifications pharmacologiques que l'obésité associe, mais de fait, ça va avoir des implications sur les choix thérapeutiques qu'on va être amené à faire. Et il va falloir tenir compte des caractéristiques pharmacologiques de chacun des médicaments que vous allez utiliser pour pouvoir adapter ou non la dose en fonction en fonction du profil, en sachant que dans tous les cas, comme il s'agit de patients qui sont volontiers cardiopathes, insuffisants respiratoires avec des modifications associées, il faut en tenir compte dans les adaptations posologiques. Si on retient des choses simples pour la pratique, en tout cas qu'on essaie de faire des choses simples pour la pratique, les médicaments qui sont hydrosolubles, donc qui vont comme le nom l'indique, se diffuser assez largement dans le liquide, bah, ces médicaments-là vont nécessiter une adaptation de la dose en se basant sur le poids plutôt soit ajusté, soit idéal théorique du patient. En revanche, les médicaments lipophiles, ceux-là, on adapte la dose sur le poids réel du patient. Donc retenez hydrosoluble, poids ajusté au poids idéal, lipophile, poids réel. Et donc en pratique, bah, les curares, à l'exception de la succinylcholine qui doit être, dont la dose doit être adaptée sur le poids réel, tous les autres ce sera sur le poids ajusté. Je vous ai mis, vous aurez la présentation, donc vous aurez les formules, c'est pour ceux qui ne les ont peut-être pas en tête. Pour les curares, c'est comme ça que ça marche. Pour les hypnotiques IV, c'est fastoche, c'est quasiment tout sur le poids réel. Et pour les morphiniques, bah, ils ont une liposolubilité ou une lipophilie qui est un petit peu variable. Personnellement, compte tenu de ces caractéristiques, je préfère l'utilisation du rémifentanil aux autres, qui a une accumulation dans les graisses qui est un petit peu moins importante, et donc un risque aussi de relargage qui est significativement moins important. Mais après, chacun fait comme il veut. L'idée, encore une fois, c'est d'adapter sur le poids du patient. Donc là, pour la pratique clinique, je vous ai mis quelques exemples de médicaments. On ne va pas les passer en revue. Je voulais juste faire un tout petit focus sur les antibiotiques, puisque vous savez que l'ASFAR a publié l'an dernier une mise à jour des recommandations des recommandations formalisées d'experts pour l'antibioprophylaxie en chirurgie. Et notamment, il y a eu un petit focus sur l'obésité. Je ne sais pas si vous l'avez tous bien en tête. Avant, il était suggéré d'adapter ou d'augmenter les doses chez le patient obèse pour les antibiotiques en antibioprophylaxie. En fait, il n'y a pas vraiment de preuve de l'utilité de faire ça, notamment toutes les quelques études pharmacocinétiques pour les antibiotiques dont on dispose ne sont pas en faveur. Et donc, dans la version 2024 des recommandations de l'ASFAR, vous verrez qu'il est proposé d'en revenir à des choses plus simples, en tout cas jusqu'à des IMC qui seraient supérieurs à 50 kg par mètre carré. Tout ça est évidemment disponible. Et enfin, on finira par deux diapositives. La première, c'est que faire après l'extubation du patient, quelle stratégie ou quel support ventilatoire chez le patient obèse, puisque le risque évidemment ne s'arrête pas au moment où on a réussi à mettre la sonde dans la trachée du patient. Il y a également un certain nombre de questions à se poser sur la meilleure façon de faire après l'extubation. Et un certain nombre de réponses qui ont été apportées encore une fois par l'équipe de Montpellier et le travail coordonné par Audrey, l'étude Extube obèse, qui a comparé VNI versus oxynothérapie conventionnelle, enfin conventionnelle versus oxynothérapie, on va dire ça, en post-extubation chez des patients obèses dont l'IMC était supérieur à 30 kg par mètre carré. VNI et oxygène qui étaient ensuite séparés en VNI plus O2 ou VNI plus OHD versus oxygène versus oxynothérapie au débit. Le critère principal de jugement, c'était l'échec de traitement dans les premières journées post-extubation. Vous voyez que c'est... Pardon, je suis allé un peu vite. C'est sur la partie haute de la diapositive, moins d'échecs de traitement sous l'effet d'une utilisation prioritaire de la ventilation non invasive. Alors, une partie du résultat pouvait être expliquée aussi par un peu plus de switch de l'oxygénothérapie conventionnelle vers la VNI, mais pour autant, vous voyez moins d'échecs sous l'effet d'une utilisation un peu plus large de la VNI. Il y a une analyse secondaire de cette étude Extube obèse qui vient d'être publiée dans le BJA. Pour ceux qui s'intéressent, ces résultats sont à votre disposition. Et enfin, une question qui se pose souvent, et que vous êtes peut-être posée, que vous continuez à vous poser, c'est où est-ce qu'il faut extuber les patients après chirurgie? Est-ce que je les extube en salle ou est-ce que je les amène en salle de réveil? Alors, il y a une pression chirurgicale pour les extuber ailleurs que dans le bloc opératoire et plutôt en salle de réveil.
une étude alors qui a plein de limites, hein, c'est du pur observationnel entre Clermont et Montpellier, vient d'être également publié cette année dans Anesthesia, où on s'est intéressé à cette question. Est-ce que finalement c'est un problème que de décider d'extuber les patients en bloc opératoire plutôt qu'en SSPI? Alors oui, c'est un problème, mais qui représente 8 minutes, moins de 8 minutes. Si on fait le choix d'extuber le patient au bloc opératoire, dans la salle de chirurgie, on fait perdre à la vacation opératoire 8 minutes, que l'on doit mettre en parallèle avec également plus de complications, en tout cas moins de complications, moins de complications si on les extube au bloc opératoire que si on les extube en salle de réveil. Et dans ce travail, vous voyez, on retrouvait moins de complications respiratoires et moins de complications cardiovasculaires quand l'extubation a été réalisée en salle et non pas en SSPI. Donc, perso, si on a correctement fait son travail, qu'on n'a pas utilisé des médicaments dont les demi-vies étaient trop longues et qu'on a anticipé surtout un petit peu l'arrêt de ces médicaments-là, je suis plutôt pour plaider pour une extubation dans la salle de chirurgie. Pour finir, qu'est-ce que je vous propose de retenir? Juste 3-4 points. La première, c'est installer le patient évidemment dans les conditions qui permettent de maximaliser les chances de succès, ou en tout cas d'éviter le risque de désaturation. Donc c'est la position proclive, plutôt la position beach chair que je préconise. La préoxygénation, c'est de la ventilation non invasive systématique dans ma pratique. Pour l'induction de l'anesthésique, l'hypnotique que je privilégie pour de la chirurgie réglée, c'est du propofol, mais vous êtes libre d'utiliser celui que vous voulez. En urgence, ce sera de la kétamine. Le morphinique, c'est 100% de Remifentat pour ma pratique. Le curare, c'est de la succinylcholine, à l'exception des hyperkaliémies. Évidemment, on adapte la posologie aux comorbidités du patient. Pour l'intubation, s'il y a des critères, s'il n'y a pas de critères d'intubation difficiles, ça sera une laryngoscopie directe, et je continue à faire de la laryngoscopie directe, mais par contre avec des manches courts et en utilisant un mandrin dans la sonde. Et en revanche, s'il y a des critères un peu difficiles, eh ben, j'utilise plutôt un vidéolaryngoscope. Dans notre pratique, c'est plutôt de l'AirTrack, mais vous êtes libre d'utiliser celui que vous voulez, et il est toujours à disposition un long mandrin béquille évidemment, et après avoir extubé le patient, ce sera systématiquement de la ventilation non invasive, et je vous remercie.